Monsieur, fidèles téléspectateurs de DAR TV, la télévision de tous les regards, bonsoir et bienvenue à notre émission Échange. Nous recevons aujourd'hui le professeur Abdoulaye Tounkara, qui n'est plus à présenter parce qu'habitué à nos plateaux. Avec lui, nous allons parler de certains sujets qui ont fait aussi l'actualité pour comprendre. Monsieur Tounkara, bonjour. Bonjour, Monsieur Toukari, bonjour à tout le monde. Monsieur Tounkara, Oui. l'on dit bien que la parole publique engage beaucoup de responsabilités. Et Mamadou Hawa Gassama, figure emblématique de l'hémicycle, membre du CNT, Conseil national de transition, ancien député de Yélimani, avec plus de 3 mandats, a été arrêté à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Alors, quelle appréciation faites-vous de cette arrestation de cet ancien député de Yélimani, membre du Conseil national de transition du Mali? Merci, M. Toukari, pour la question. Mais j'aimerais tout d'abord m'incliner devant nos soldats qui sont tombés sur le champ de l'honneur et de la dignité. Voilà, et de souhaiter prompt rétablissement à ceux qui sont blessés. Vraiment, je souhaite que leur sacrifice ne soit pas vain. Et ceci dit, pour répondre à votre question, j'ai appris comme tout le monde sur les réseaux sociaux que notre compatriote Mamadou Hawa Gassama a des problèmes en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas très au fait. Je n'ai pas suffisamment d'éléments pour apporter des appréciations beaucoup plus objectives sur la question. Je souhaite qu'il s'en sorte et avec toute la dignité qu'il faut. Mais seulement, ça me fait penser à une chose, c'est que nous avons des rapports très difficiles avec des voisins. Nous avons beaucoup de voisins et je crois que nous sommes dans un rapport de mauvais voisinage avec beaucoup de nos voisins. Ce sont des choses qu'il faut revoir. Autrement dit, ces choses seraient réglées par la voie diplomatique et la population ne s'en serait pas mêlée. Oui, mais il paraîtrait que Mamadou Hawa Gassama a été victime du karma. Parce qu'il aurait dit beaucoup de choses sur le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara. Et il a voulu peut-être enflammer cette relation dont vous venez de parler. Donc, quand il est parti pour les condoléances, au retour, il a été pris pour ce qu'il avait été dit. Il aurait été pris pour ce qu'il avait été dit. Oui, mais rien de tout cela ne justifie son arrestation par les autorités ivoiriennes, compte tenu de nos relations, de la qualité de nos relations, qui sont des relations historiques. Je pense que nous avons d'autres moyens de régler ce type de problème, plutôt que de mettre nos gens en prison. Moi, je ne suis pas pour ça. Mais pensez-vous qu'on peut parler mal des chefs d'État d'un pays voisin, prononcer tous les problèmes, toutes les choses sur cette personne et aller dans son territoire et se ressortir indemne? Vous savez, il y a le problème du code de la respectabilité médiatique dont je parle très souvent. Il faut que les gens apprennent à se respecter en respectant les autres. Et ça compte beaucoup dans nos relations avec les autres. Mais encore une fois, nous n'allons pas ajouter encore quelque chose à ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui. Je crois qu'il va tirer les leçons de ce qui s'est passé. Moi, je pense. Donc il a été victime de la parole publique. Oui, bon, il y a quand même un code de prise de parole publique. Il y a un code de prise de parole publique. Il faut se conformer à ça. Il faut respecter les gens. Et moi, je pense que, bon, on va quand même se garder de porter un jugement sur son comportement.
Et quand un avocat Oui, malien oui, oui, du barreau de Paris et du barreau de Bamako, oui, ancien ministre de la Justice, oui. Ismaël Mamadou Konaté, a accepté d'être l'avocat défenseur de Mamadou Awa Gassama. Je crois qu'il a même fait un tour, il aurait fait un tour à Abidjan pour voir le dossier. Oui. Et l'autre avocat, ancien ministre de la Justice, Tapo, Oui, oui. a décliné, n'a pas accepté de le défendre. Alors, que dites-vous, que pensez-vous? Bon, les gens sont libres d'accepter ou de ne pas accepter de défendre un dossier. Les avocats, ils sont libres. Hein. Ils peuvent choisir de défendre ou de ne pas défendre. Ils ont leurs raisons. Et nous n'allons pas faire l'avocat du diable. Je pense que s'il y a Maître Konaté qui a accepté, c'est qu'il y a des éléments qui lui permettent de défendre le dossier. Moi, je pense. Est-ce qu'on peut laisser la chance à la justice de jouer son rôle? Moi, je pense qu'il faut se garder de trop commenter cette situation. Mais quand on dit que Mamadou Awa Gassama ne serait jugé qu'en décembre, donc 6 mois, est-ce que ce n'est pas trop? Est-ce qu'on ne doit pas faire quelque chose C'est le délai de la justice. Les choses peuvent entre-temps évoluer. Les choses peuvent évoluer. Laissons la justice faire son travail. Les choses peuvent évoluer très rapidement. Et la diplomatie aidant, ça peut aller plus vite que ça. Donc nous souhaitons vivement que notre compatriote Mamadou Awa Gassama, ancien député de Yélimani, membre du CNT, Conseil national de transition, retrouve sa liberté dans un délai très court avec l'implication des autorités. Professeur, le projet de loi relatif à la dissolution des partis politiques, quelle appréciation? Ah oui, c'est vrai, hein, le projet de loi, vous faites bien de le rappeler, c'est un projet de loi qui aurait même été adopté par le CNT. Mais ça reste un projet de loi qui doit passer devant la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle qui va donner son avis. Est-ce que nous pouvons attendre que la Cour constitutionnelle... ça sera déféré devant la Cour constitutionnelle, devant la Cour suprême, ça sera déféré à l'examen de la Cour suprême. Nous allons attendre, je pense qu'à ce niveau, les gens auront le réflexe de dire la vérité, de dire la loi dans toute sa plénitude. Ils auront quand même... Voilà, la loi dans toute sa plénitude, hein, moi je pense. Il faut aller à la loi, respecter la loi, et je pense qu'on fera constater à ce niveau l'illégalité de la décision, à mon avis, mais nous laissons la chose entre les mains de la Cour constitutionnelle. Ça sera déféré devant la Cour constitutionnelle, je crois, hein, le 28. Oui, mais il y a déjà un conglomérat de partis politiques qui a porté plainte contre la dissolution des partis politiques. Et il y a 2 communes, des juges de 2 communes, qui disent qu'ils n'ont pas la possibilité, ils ne peuvent pas juger. Et il y a les autres qui devraient juger. On attend de voir qu'est-ce que... Ces partis politiques-là sont dans leurs droits, et les tribunaux de première instance, je crois, qui ont déclaré ne pas être compétents pour juger l'affaire, sont aussi dans leurs droits. Je crois que nous sommes allés à un niveau beaucoup plus élevé. Au niveau de la Cour constitutionnelle, la section administrative de la Cour suprême. Et si ça ne suffit pas, on ira devant la Cour de cassation. Voilà, la Cour de cassation, la Cour constitutionnelle. Je crois que ça sera déféré à l'examen des différentes instances supérieures. Mais c'était bien de commencer par les instances inférieures. Mais est-ce que vous pensez que ces partis politiques peuvent avoir gain de cause? Oui, si on doit dire la loi. Autrement, ce serait un manquement à la morale de la loi. Il faut dire la loi. Est-ce que c'est normal? À partir du moment où c'est un acte, c'est dit dans la Constitution, je crois qu'ils auront le réflexe de dire la loi. Et la loi, la vraie. Il faut que force soit à la loi. Voilà. Il ne faut pas que le droit soit lié, se confonde, que le droit se confonde à la puissance. Moi, je pense qu'ils auront le réflexe de dire la vérité. Force à la loi. Oui. Parlons de la prolongation du mandat du président de la transition. Parce que déjà, on dit que le président de la transition
à 5 ans, renouvelable. Et ailleurs, on dit que jusqu'à la stabilisation du pays. Est-ce que... Parce que alors que les Maliens s'attendaient à aller aux élections. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas d'élection maintenant. Monsieur Tchokwari, vous êtes très intelligent. Vous posez plusieurs questions en une seule. Je vais essayer de répondre à votre question. Et le mot mandat me semble être incorrect, approprié dans notre contexte. Un mandat, c'est... Électif. Voilà, un mandat, c'est électif. Voilà, c'est une forme de contrat social qu'un élu, entre un élu et ses électeurs. Par suite de l'opinion que l'élu aura prise en s'engageant à défendre tel ou tel intérêt de la population. Je pense que le mot mandat me paraît un peu inapproprié. Pour cela dit, qu'on accepte que ce soit le mandat. Et si on pouvait, le côté ridicule de la chose, si on pouvait prolonger par décret un mandat, beaucoup l'auraient déjà fait avant cette équipe de la transition. Les gens auraient augmenté, les gens se seraient octroyés un mandat de 5 ans, 10 ans. Et je pense qu'il faut rester derrière la loi. Et par ailleurs, vous avez parlé de limitation. Le président de la transition peut se présenter autant de fois qu'il le voudra. Moi, je pense que ne pas fixer de mandat, ne pas fixer de limite, c'est déjà fixer une limite. Il n'y a qu'une seule chose qui soit éternelle pour moi, et c'est le changement. Si vous refusez de fixer une limite à votre pouvoir, vous fixez en même temps une limite à votre pouvoir. Et par ailleurs, dans la même lignée, vous avez parlé de... Non seulement il y a la prolongation du mandat, il y a le fait que les élections... Jusqu'à la stabilisation du pays. Jusqu'à la stabilisation du pays. Merci bien de me le rappeler. La stabilisation du pays. Ça, c'est... Il y a une incohérence dans cette idée. Quand vous parlez de la stabilisation, il n'y aura pas d'élection jusqu'à ce qu'il y ait une stabilisation totale du pays. Vous nous dites en même temps que vous n'allez plus lutter contre l'insécurité. Parce que l'insécurité en ce moment devient un moyen pour vous de vous maintenir au pouvoir. Donc vous n'allez pas lutter contre vous-même. Parce que l'insécurité... Non, je crois que c'est une incohérence qu'il faut éviter de mettre dans un projet de loi pour éviter qu'il ne soit indigeste. Vous ne pouvez pas dire je ne vais pas lutter contre l'insécurité jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'insécurité. La lutte contre l'insécurité, là, c'est un défi permanent pour toutes les sociétés. Nous allons continuer à lutter contre l'insécurité. L'insécurité, c'est un défi permanent qui se pose dans tout ordre social. L'homme même est un être conflictuel. On va continuer à nous battre, on va continuer à combattre l'insécurité. Toute notre vie, l'insécurité est inhérente à notre fonctionnement social. Vous voyez ? Donc il ne faut pas lier le pouvoir à la lutte contre l'insécurité. C'est une aberration, vraiment. Une aberration, oui. Parlons de l'audit des partis politiques qui a déferlé la chronique ces derniers temps. Oui. Alors, est-ce que ce n'est pas une manière de faire peur aux partis politiques traditionnels qui ont toujours bénéficié de l'aide aux partis politiques des fonds publics et pour favoriser l'émergence des partis politiques qui sont nés sous la transition? C'est l'idée qui est cachée derrière la mesure. Comme toutes les autres mesures dont on vient de parler, c'est des mesures de contention contre des mesures régressives contre les partis politiques et contre la démocratie au Mali. Vous savez, les comptes des partis politiques, nous avons approché, lorsque nous avons appris la chose, nous avons approché des économistes qui nous ont donné des explications, notamment M. Konimba Sidibé, que je dois saluer ici, nous a exposé a fait un exposé très brillant sur la chose. Je crois que l'audit des partis politiques a été régulièrement fait par la Cour constitutionnelle, année après année.
Chaque année, on fait l'audit des partis. Et la Cour constitutionnelle a même donné son opinion sur les comptes des partis politiques. Est-ce qu'on veut demander à la Cour constitutionnelle de se dédire? Moi, je ne sais pas. Chaque année, on fait l'audit des partis politiques. Chaque année, on fait l'audit des partis politiques. Et ça a été fait régulièrement. Et là où il y a d'ailleurs une incohérence, c'est quand vous dites l'audit des partis politiques de 2000 à 2025. Moi, je veux bien l'audit des partis politiques. Que l'audit soit normal, d'accord, mais qu'il se fasse dans le respect des principes qui les justifient, qui le crédibilisent. Le délai légal de conservation obligatoire des documents comptables d'un parti politique, c'est 10 ans. Vous demandez 25 ans sur 25 ans. Il y a quand même un dérapage qu'il faut voir. Je crois qu'il faut revoir tout ça. Il faut revoir tout le fonctionnement de notre justice, de notre pratique sociale. Il faut revoir tout ça. Ne pensez-vous pas qu'après les partis politiques, ils vont demander aussi l'audit des organes de presse qui bénéficient aussi de l'aide du financement public. Et il y a un point qu'il faut quand même ajouter. Il y a des partis politiques qui ont été créés récemment, d'après d'ailleurs l'ex-premier ministre, M. Maïga. Il y a des partis politiques, il y a une centaine de partis politiques qui ont été créés pendant la transition. Ce sont des partis qui n'ont pas bénéficié du financement public, donc qui ne sont pas concernés par l'audit. Est-ce que nous devons penser que l'audit concerne les anciens partis politiques qui seront appelés à dissoudre, qu'on va dissoudre forcément pour donner la chance aux partis politiques qui n'ont pas été audités et qui sont nés pendant la transition? Les partis émergents. Les partis émergents. Donc il faut faire énormément attention. La loi ne doit pas être sélective. La loi doit concerner tout le monde. Voilà ce que je voudrais dire. Et cette mesure, est-ce qu'elle ne va pas frapper les organes de presse qui bénéficient aussi de l'aide publique? Mais finalement, ça va frapper tout le monde. Ça va frapper tout le monde. Non seulement ça va frapper les organes de presse, mais finalement, on va demander à tout le monde de rendre compte même de la gestion de son propre salaire. Là, on commence à aller. C'est des dérives, quoi. C'est des dérives sociales qu'il faut arrêter. C'est déjà passé. Il y a quand même un délai pour auditer partis politiques. Les partis politiques, la presse, tout ça. Il faut respecter le délai, il faut rester dans le délai. Voyez-vous? Même si on a des appréhensions contre ces partis, il faut quand même les laisser. Monsieur Tounkara, nous sommes en plein hivernage. Oui. En tout cas, les paysans ont commencé déjà le travail, surtout les cotonculteurs. Et ces paysans, ces cotonculteurs, ont peur. Ils ont la phobie du retard de l'approvisionnement des engrais. Que faut-il faire pour éviter ce retard? Est-ce qu'on ne doit pas attribuer, n'est-ce pas, les marchés des engrais, des distributeurs des engrais, à ceux qui ont la capacité, au lieu de faire ça par esprit de coterie pour retarder l'approvisionnement des paysans? Mais quelle est l'idée derrière tout ça? Quand on veut toujours tout reprendre, on finit par reprendre même ce qui est très bien. Il y a des fournisseurs habituels d'engrais qui sont là, qui le font à temps. Maintenant, même si on donne de l'engrais, même si on donnait de l'engrais aux paysans, on serait en retard dans la fourniture de l'engrais. Je crois qu'il faut respecter certaines choses. On a trouvé des pratiques qui sont très bien, qui sont bien fondées, il faut les respecter. On a changé de fournisseur. Moi, je me rappelle, je crois que M. Djadjiba, Toguna, c'était des vrais fournisseurs qui s'entendaient très bien avec les paysans. Nous les avons approchés parce qu'il y a des choses, le rapport immédiat aux événements, il faut aller même si après il faut les laisser penser par la raison, mais il faut aller aux événements pour comprendre ce qui se passe. Nous avons approché des paysans qui nous ont dit, mais avec nos anciens fournisseurs, c'était très bien. Mais on ne sait pas pourquoi on a changé de fournisseur. On ne sait pas pourquoi. Et des gens qui ne sont pas dans le délai, qui ne peuvent pas nous fournir l'engrais dans le délai. Il y a ça. Il y a aussi que
On doit toujours se poser la question. Qu'est-ce qui nous fait encore dépendre des autres pour la production d'engrais? On a suffisamment de moyens pour produire de l'engrais pour nos cultivateurs. Pourquoi on ne le ferait pas? On a la possibilité de produire de l'engrais chez nous. Mais on veut toujours dépendre des autres. Et ça ne marchera pas. Voilà. Et c'est ce que je voudrais dire. Et voilà. Donc il faut laisser le marché à ceux qui ont la capacité de fournir des engrais rapidement aux paysans. Aux paysans, de fournir les engrais aux paysans. Cette année, c'est déjà perdu, hein, il me semble. Non, c'est pas, je ne crois pas que ça soit totalement perdu, parce que j'aurais appris que le ministre de l'Agriculture a déjà tapé du poing sur la table et que la fourniture va se faire dans les règles de l'art. Ouais. Taper du poing sur la table, comme vous l'avez dit, taper du poing sur la table, mais quand il a fait en retard, nous sommes au mois de juillet, pratiquement. À la fin du mois, pratiquement au milieu du mois de juillet. C'est pour donner de l'engrais à qui et pour faire quoi avec? Et quelle serait la qualité de l'engrais? Les gens vont se battre avec les moyens dont ils disposent, mais moi je pense... nous sommes en début d'hivernage, M. Tounkara. Donc les paysans peuvent s'attendre toujours aux engrais. Les paysans s'attendaient à ça bien avant. Et généralement, c'est servi en février, janvier, février, mars, au plus tard. Mais en leur donnant ça tout de suite, ça peut parer à la situation. Vous croyez? Je crois. Ce n'est pas l'argument du terrain qui nous est revenu. Hein. L'argument du terrain est que c'est déjà en retard. D'abord, il faut réceptionner avant de distribuer. Bon, tout ça, là, ça va prendre du temps. Et surtout avec des amateurs, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas habitués à fournir de l'engrais, qui seront impliqués. Des fournisseurs voilà, qui ont été sélectionnés par esprit de coterie. Et ils vont nous fournir quelle qualité d'engrais? Il y a tout ça. Les années passées, je crois que l'engrais était devenu un problème pour les cultivateurs. Ça a causé des dégâts énormes. Est-ce que ça va être la même chose? Moi, je ne sais pas. Il faut être dans le milieu encore pour savoir ce que ça va donner. Vous voyez? Monsieur Tounkara, nous allons terminer par ce sujet d'actualité. Nos forces de défense et de sécurité font de belles choses. Oui, absolument. Ils sont sur le terrain, nuit et jour, pour traquer les ennemis de la nation. Et déjà, on dit que nous sommes tous femmes. Et alors, M. Tounkara, que dites-vous à nos femmes? Nous sommes derrière eux. Non, je crois qu'il faut vraiment saluer la présence de nos femmes, le courage de nos soldats qui se battent nuit et jour pour notre sécurité. Il faut vraiment les saluer. Et j'ai commencé par présenter mes condoléances aux familles des femmes qui sont tombées sur le champ de l'honneur. Vraiment, il faut saluer leur bravoure. Et la direction nationale de la police, il faut la saluer. On voit des policiers partout. On est sûr, on circule en toute quiétude. Vous savez, hein, l'insécurité, ce n'est... La sécurité même, ce n'est pas l'absence de danger. Mais c'est la conscience d'être protégé qui constitue la sécurité. Nous sommes sûrs d'être protégés par nos forces de sécurité, par l'armée. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui dans le studio en train de parler de politique. Parce que, voilà, il faut être sûr d'être protégé. C'est pourquoi j'ai dit, il faut pas politiser l'armée. L'armée, c'est le dernier rempart de l'unité nationale. Nous devons la préserver. Nous devons la préserver contre toutes les pratiques qui peuvent nous mettre en contradiction avec notre armée. Donc, ce qui veut dire que le directeur national de la police... Ah oui, on parle très bien. Il est en train de travailler. Ah, très bien. Partout et à tout moment. Ah, et à tout moment. Les policiers sont partout pour déjouer les complots, pour arrêter les malfaiteurs. Et c'est là, on dit bravo au directeur national de la police. Absolument. Et même tout récemment, ils viennent de prendre des cargaisons de drogue. Des drogues qu'on appelle couches. Ils viennent de prendre des cargaisons de drogue avec des malfaiteurs. Ils ont pris des armes il n'y a pas longtemps avec des malfaiteurs. Ils travaillent, hein, ils travaillent à leur risque et péril. Ils travaillent au prix même au péril de leur vie pour nous assurer cette sécurité. Il faut les saluer, il ne faut pas que leur effort soit vain. Nous devons collaborer avec nos forces de l'ordre, nous devons collaborer avec l'armée pour que nos objectifs de sécurité soient atteints.
Quel message, M. Tounkara, avant de nous quitter, pour le directeur national de la police, qui fait œuvre utile, qui fait du bon travail pour sécuriser les personnes et leurs biens. Et c'est pourquoi ils ont dit qu'il faut que les policiers soient partout et à tout moment pour déjouer les complots. Toutes mes félicitations à lui. Je souhaite qu'il ait une promotion de grade. Mais pour le bon travail qu'il est en train de faire. Vraiment, il fait du très bon travail. Et il est en train de bien organiser la police. Et la police sait ce qu'elle doit faire. Vous savez, hein, nous sommes en train de combattre des gens qui sont de mieux en mieux organisés. Et avec des outils pas croyables. Sophistiqués. Sophistiqués, avec une logistique incroyable. Des drones kamikazes. Notre police fait face à ça. Notre police fait face à ça pendant que nous sommes encore à discuter. Nous sommes là à discuter de... Voilà, il faut aider la police. Ce qui veut dire que la population doit accompagner la police et les forces de défense. Et que l'État donne de grands moyens, de gros moyens à la police pour pouvoir faire face à ça. Ils ont des ennemis redoutables. Ils ont des ennemis redoutables qu'ils arrivent à contenir. Mais il faut quand même renforcer leurs moyens. Et je félicite très franchement la direction de la police. Pas seulement que de la police, la direction de toutes les forces de défense, de sécurité. Voilà. Il faut quand même saluer leur effort. Et si tous les Maliens faisaient la même chose, on ne serait pas aujourd'hui dans ce problème. Merci, M. Tounkara, d'avoir accepté notre invitation pour échanger autour de toutes ces questions qui intéressent la vie de la nation. Merci et encore merci d'être venu sur le plateau de NAR TV, la télévision de tous les regards. Merci bien, monsieur.